Aujourd'hui, on va voir si tu es prêt pour le programme de mathématiques en terminale. Je t'ai préparé un quiz de 10 questions basé sur les notions clés du programme de première que tu dois absolument maîtriser avant la rentrée. Les questions sont classées par ordre de difficulté croissante, donc sens-toi valorisé à chaque fois que tu franchis une étape. Je te conseille de mettre pause à chaque question pour bien réfléchir et de noter tes questions au fur et à mesure. À la fin de la vidéo, partage-moi ton score en pourcentage en commentaire et dis-moi si ce genre de contenu t'intéresse pour que je t'en prépare d'autres. La première question porte sur les suites arithmétiques. 112,5 et 106,1 sont deux termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donnez la raison de cette suite, la valeur du terme qui précède 112,5 et la valeur du terme qui suit 106,1. Alors, il s'agit ici de suites arithmétiques et on sait que les suites arithmétiques, une suite est dite arithmétique lorsque pour obtenir le terme suivant, on ajoute au terme précédent la raison. Ok, donc on a un plus 1 est égal à un plus la raison qui est égale à R. Donc, la différence entre un plus 1 et un doit nous donner la raison. Donc, on a un plus 1 moins un qui est égal à la raison. Donc, dans ce cas, dans le cas de cet exercice, un plus 1 est égal à 106,1 et un est égal à 112,5. Pourquoi? Parce que 112,5 et 106,1 sont deux termes consécutifs de la suite. 5. Et ça nous donne la raison. Et après le calcul, on se rend compte que R est égal à moins 6,4. Pour obtenir le terme qui précède 112,5, qu'est-ce qu'on fait? On veut calculer UN-1. Et on sait que UN-1 est égal au terme, le terme précédent est égal au terme suivant, moins la raison. Donc, ça fait 112,5 moins la raison, ce qui nous donne 118,9. De même, pour obtenir le terme qui suit 106,1, qu'est-ce qu'on a? On a un plus 2, le terme suivant, est égal au terme précédent, un plus 1, plus la raison. Ce qui nous donne 106,1 plus la raison qui est égale à moins 6,4. Et en termes de résultat, on obtient 99,7. Donc la bonne réponse, c'est la C. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette question? C'est la définition d'une suite arithmétique. Une suite est dite arithmétique lorsque pour obtenir le terme suivant, on ajoute au terme précédent la raison. Et on a la formule de récurrence des suites arithmétiques qui s'écrit justement comme étant un plus 1 est égal à un plus R. Ça, c'était la clé de la question. On passe à la question suivante. La prochaine question porte sur les fonctions exponentielles. N'oublie pas de mettre pause, de réfléchir sur l'exercice avant de regarder la correction. Là, on nous demande de simplifier l'expression K, qui est égale à exponentielle de x moins 7 sur exponentielle de 2x, multiplié par exponentielle de 3x plus 5 sur exponentielle de moins 2x plus 1. Afin de pouvoir simplifier cette expression-là, évidemment, tu as besoin des propriétés de la fonction exponentielle que je te rappelle juste là. Et ce sont les propriétés que nous allons utiliser pour répondre à la question. On sait que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Ok? Exponentielle de a sur exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b. Et exponentielle de a, le tout puissance m, est égal à exponentielle de am. Alors, on va commencer par utiliser ces propriétés pour répondre à la question. Là, on a exponentielle de x moins 7 sur exponentielle de 2x. Si on considère uniquement cette expression-là, en utilisant la formule exponentielle de a sur exponentielle de b qui est égale à exponentielle de a moins b, on a donc cette expression-là qui est égale à exponentielle de x moins 7 moins 2x. Et si on se concentre sur la deuxième expression et en utilisant la même propriété, qu'est-ce qu'on a? On a multiplié par exponentielle de 3x plus 5 moins 2x plus 1. Ensuite, exponentielle de x moins 2x, ça fait moins x moins 7. Multiplié par exponentielle de, on va développer 3x plus 5
plus 2x moins 1. Ce qui donne exponentielle de moins x moins 7 qui ne change pas, multiplié par exponentielle de 5x plus 4. Ici, on se retrouve dans le deuxième cas, dans la première propriété. Exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Et donc, ce qui fait, en combinant ces deux expressions-là, qu'est-ce qu'on a? On obtient donc à la fin exponentielle de moins x moins 7 plus 5x plus 4. Ce qui donne exponentielle de moins x plus 5x, ça fait 4x, et moins 7 plus 4 moins 3, ce qui donne le résultat final. Et le résultat final, c'est la D. OK? Donc, la clé de cet exercice-là, c'était de pouvoir maîtriser, se rappeler des propriétés des fonctions exponentielles. Très important pour le programme de terminale. La prochaine question, dérivée d'une fonction rationnelle. Soit f, la fonction définie sur R, privée de moins 1 tiers par f de x est égal à 5 sur 3x plus 1. Quelle est l'expression de la fonction dérivée de f? En première, tu connais les formules, les formules pour dériver les fonctions. Tu connais ce que c'est que la dérivée d'une somme, la dérivée d'un produit, la dérivée d'un quotient. Et ici, justement, pour faire cet exercice, on va devoir utiliser la dérivée du quotient. Je te rappelle juste là à côté les propriétés, les formules des fonctions dérivées. En première, tu sais que la dérivée de la somme u plus v est égale à la somme des dérivées. U' plus v'. La dérivée du produit u fois v est égale à u' fois v plus v' fois u. La dérivée du quotient u sur v est égal à u' fois v moins v' fois u sur v carré. Et la dernière propriété, la dérivée de 1 sur v. Ça fait moins v' sur v carré. Et c'est cette propriété-là, cette dernière propriété-là que nous allons utiliser pour dériver notre fonction. C'est celle-là que nous allons utiliser pour dériver notre fonction. On a donc la fonction f de x qui est égale à 5 sur 3x plus 1. OK? On a la fonction f de x qui est égale à 5 sur 3x plus 1. Qui peut encore s'écrire comme étant 5 fois 1 sur 3x plus 1. Qui est égal à 5 fois 1 sur v. Avec v qui est égal à 3x plus 1. v' étant égal à 3. D'accord? Ce qui fait que f' de x est égal à 5 fois 1 sur v'. Et ça fait 5 fois la dérivée de 1 sur v, on l'a dit, c'est c'est moins v' sur v carré. Et donc, ça fait moins v' qui est égal à 3 sur v carré, 3x plus 1, le tout au carré, ce qui nous donne moins 15 sur 3x plus 1, le tout au carré. Et donc, la bonne réponse, c'est la A. Dis-moi en commentaire si tu l'as eu directement ou alors tu as eu besoin que je te rappelle les formules des dérivées des fonctions, des quotients et de produits. La quatrième question porte sur les probabilités et les arbres pondérés. Une coopérative commercialise des biscuits produits par deux entreprises différentes, A et B. Parmi les biscuits, certains présentent un défaut de casse ou de taille. On note dès l'événement, le biscuit présente un défaut. On obtient l'arbre pondéré suivant. Si l'on choisit un biscuit au hasard, quelle est la probabilité P de D qu'il présente un défaut? On nous demande la probabilité que si on choisit un biscuit au hasard, ce biscuit présente un défaut. On prend un biscuit au hasard. Il a une probabilité de 0,7 d'appartenir à l'entreprise A et une probabilité de 0,3 d'appartenir à l'entreprise B. S'il appartient à l'entreprise A, il a une probabilité de 0,04 d'être défectueux et une probabilité de 0,96 de ne pas l'être. Et s'il appartient à l'entreprise B, il a une probabilité de 0,06 d'être défectueux et une probabilité de 0,94 de ne pas l'être. Et là, on nous demande quelle est la probabilité P de D qu'il soit défectueux. C'est-à-dire nous sommes dans ce cas-là, dans ce cas de figure. On veut la probabilité qu'il soit défectueux. Et d'après le graphe, d'après l'arbre pondéré, on voit que pour être défectueux, il y a deux chemins possibles. On peut être défectueux parce qu'on vient, en suivant ce chemin-là, parce qu'on vient de l'entreprise A et on est défectueux. Ou alors, on peut aussi être défectueux parce qu'on vient de l'entreprise B
et on est défectueux. Ce qui veut dire que la probabilité P de D, que le biscuit choisi au hasard soit défectueux est égale à la probabilité qu'il vienne de l'entreprise A et qu'il soit défectueux, plus ou alors la probabilité qu'il vienne de l'entreprise B et qu'il soit défectueux. Ce qui est égal à la probabilité qu'il vienne de l'entreprise A multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de l'entreprise A, plus la probabilité qu'il vienne de l'entreprise B, multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de l'entreprise B. Ce qui donne, la probabilité qu'il vienne de l'entreprise A est de 0,7. 0,7 multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de l'entreprise A, est de 0,04. Plus la probabilité qui vient de l'entreprise B, qui est de 0,3, multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de l'entreprise B, est de 0,06. Et le résultat final nous donne P de D. La probabilité que le biscuit choisi au hasard soit défectueux est de 0,046. Donc, la réponse juste, c'est la D. La prochaine question porte sur le même arbre pondéré de la question précédente. Et, sachant qu'un biscuit ne présente pas de défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'entreprise B? Exprimer cette probabilité puis interpréter là dans le contexte de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Évidemment, il s'agit de probabilité conditionnelle. Parce qu'on nous dit, sachant qu'un biscuit ne présente pas de défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'entreprise B? En gros, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la probabilité que le biscuit provienne de l'entreprise B, sachant qu'il ne présente pas de défaut. Et si tu te rappelles de la formule de probabilité conditionnelle, la probabilité de A, sachant B, ou alors qui s'écrit encore comme étant la probabilité de A, sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. OK? Probabilité de B, évidemment, différente de 0. Et donc, on nous demande la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité que le biscuit choisi provienne de l'entreprise B, sachant qu'il n'est pas défectueux. Et là, si on applique la formule de la probabilité conditionnelle, on obtient donc la probabilité de B inter D bar divisé par la probabilité de D bar. Donc la probabilité que le biscuit provienne de l'entreprise B, sachant qu'il n'est pas défectueux, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de défaut, est égale à la probabilité de l'intersection B inter D bar divisé la probabilité de D bar. Ce qui nous donne la probabilité de B inter D bar, on est sur quel schéma là? B inter D bar, on est sur ce chemin-là. Et comme tu le sais, on multiplie les branches. Ça veut dire que si je veux suivre ce chemin-là, ça fait probabilité de B inter D bar, c'est égal à 0,3 fois 0,94. En réalité, c'est égal à la probabilité de B multiplié par la probabilité de D bar, sachant B, divisé par la probabilité de D bar. Mais c'est quoi la probabilité de D bar? La probabilité de D bar, si tu te souviens, c'est 1 moins la probabilité de D. La probabilité de D, nous l'avons calculée dans l'exercice précédent. Pourquoi? Parce que la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. Et donc, la probabilité de D bar est égale à 1 moins la probabilité de D. Et là, ça nous donne quoi? Probabilité de B, c'est 0,3. Multiplié par la probabilité de D bar, sachant B, c'est 0,94. Divisé par 1 moins 0,046. Ce qui donne comme résultat 0,296. Et qu'est-ce que ça représente? Quelle est l'interprétation de ce résultat? C'est ce qui veut dire que, 29,6%. Ce qui veut dire que si un biscuit, sachant qu'un biscuit n'est pas défectueux, il a 29,6% de chance de provenir de l'entreprise B. Et donc, la bonne réponse, c'est la C. Voilà. Bonne réponse, c'est la C. Un biscuit non défectueux a une probabilité de 29,6% de provenir de B. Question 6. Tangente en une courbe. Soit la fonction f définie par f de x est égale à 1 sur x plus x. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse x est égal à 2. Pour répondre à cette question, tu as besoin de connaître l'équation de la tangente d'une courbe en un point.
D'accord? Je te le rappelle ici. L'équation de la tangente T au point d'abscisse A, on va dire A, est égale à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Ça, c'est l'équation de la tangente en un point. De la tangente à une courbe en un point d'abscisse A. Et donc, s'il faut appliquer cette formule-là, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a donc A qui est égal à 2 parce qu'on veut, on veut la tangente au point d'abscisse x est égal à 2. Et on a besoin de calculer f' de A. Donc, on a besoin de dériver la fonction et de calculer f de A, c'est-à-dire l'image de A par rapport à la fonction. On va donc rassembler tous ces éléments-là afin d'avoir l'équation de la tangente. Déjà, il faut dériver la fonction. On a f de x est égal à 1 sur x plus x. Ce qui veut dire que f' de x est égal à moins 1 sur x au carré plus 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré et la dérivée de x c'est 1 par rapport à x. Donc on a la dérivée. Maintenant, pour avoir l'équation de la tangente, il nous faut f' de a, c'est-à-dire f' de 2. f' de 2 est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur 2 au carré plus 1. Ça fait moins 1 quart plus 1 qui est égal à 3 quarts. Ensuite, j'ai besoin de f de a, c'est-à-dire f de 2. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2, c'est 1 sur 2 plus 2. Ça fait 1 demi plus 2. Ce qui nous donne 1 plus 4 sur 2. 5 demi. Donc, j'ai tous les éléments. Dans l'équation de la tangente à la fonction au point d'abscisse x est égal à 2, c'est la tangente t. L'équation y est égal à f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Et ça, c'est égal à f' de 2 est égal à 3 quarts, facteur de x moins 2, plus f de 2 qui est égal à 5 demi. Ce qui donne 3 quarts de x moins 3 quarts fois 2 plus 5 demi. Ce qui fait 3 quarts de x moins 3 demi plus 5 demi égale à 3 quarts de x moins 3 plus 5, ça fait 2 plus 2 sur 2. Donc plus 1. OK? Donc ça fait 3 quarts de x plus 1 qui est égal à 0,75 x plus 1. Et donc y est égal à 0,75 x plus 1. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse x est égal à 2. Et je crois que la bonne réponse c'est la B. Voilà. Donc, la clé de cet exercice, c'était de savoir, te rappeler de l'équation de la tangente à la courbe en un point d'abscisse x est égal à A. En 2022, le taux d'inflation en France était de 5,6%. On suppose que ce taux reste constant chaque année. En 2022, un produit coûte 150 €. On note Pn le prix de ce produit lors de l'année 2022 plus N. On a donc P0 est égal à 150. Exprimer Pn en fonction de N. On nous demande ici d'exprimer Pn en fonction de N. C'est-à-dire que le prix du produit au fil du temps. Alors déjà, pour exprimer Pn en fonction de N, il faudrait qu'on comprenne bien ce qui se passe. On a le produit qui coûte 150 € en 2022. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, c'est quoi le prix du produit en 2023, c'est-à-dire l'année suivante, à N est égal à 1. C'est quoi P1, par exemple? OK? Et là, d'après l'exercice, on peut voir que le taux d'inflation est de 5,6%. Et ça reste constant chaque année. Le prix du produit l'année suivante, c'est déjà égal au prix du produit l'année précédente, c'est-à-dire P0, plus l'inflation, plus 0,056 fois le prix du produit l'année précédente, ce qui donne 1,056 P0. Le prix du produit l'année suivante est égal à 1,056 fois le prix du produit l'année précédente. Intéressons-nous un peu à P2, c'est-à-dire le prix du produit en 2024, 2022 plus 2. C'est égal au prix du produit en 2023 plus le taux d'inflation 0,056 P1. 0,056 parce qu'on nous a dit que le taux d'inflation était égal à 5,6% chaque année. 5,6 sur 100. 56. D'accord. Donc, le prix du produit en 2024, c'est-à-dire 2022 plus 2, P2 est égal à P1 plus 0,056 P1. Et ça, c'est égal à 1,056
P1. Si on essaie de conjecturer ça, on peut voir que le prix du produit à l'année N plus 1, c'est égal au prix du produit à l'année N, Pn, plus 0,056 fois le prix du produit à l'année N. Ce qui nous donne 1,056 Pn. Donc, on a Pn plus 1 est égal à 1,056 Pn. Et ça, c'est quoi? Si tu te souviens en première, c'est l'expression d'une suite géométrique. On sait qu'une suite est dite géométrique lorsque pour avoir le terme suivant, on multiplie le terme précédent par la raison. Et là, on peut voir que Pn plus 1 étant égal à 1,056 fois Pn, c'est une suite géométrique de raison 1,056 et du premier terme P0. Une fois qu'on connaît la nature de cette suite, on peut donc exprimer Pn en fonction de n. C'est quoi l'expression d'une suite géométrique en fonction de n? Si j'ai une suite Vn, alors Vn est une suite géométrique, alors Vn en fonction de n est égal à V0 Q puissance n, Q étant la raison de la suite. Et donc là, notre raison, c'est 1,056. Pn est tout simplement égal à P0 multiplié par la raison 1,056 puissance n. Et donc, Pn est égal à 150 fois 1,056 puissance n. Et ça, c'est l'expression de Pn en fonction de n. Donc, la réponse, c'est la A. C'est ça. La clé de cet exercice, déjà, c'était de trouver la nature de cette suite. Et on a vu que c'était une suite géométrique. Et ensuite, de te rappeler de l'expression d'une suite géométrique en fonction de n. Question 8. Lecture graphique de la dérivée. On considère la courbe CF représentative d'une fonction f et ses tangentes en 3 points A, B et C. À l'aide du graphique, donnez une estimation de f' de moins 2, f' de 1 et f' de 3. Donc, on nous demande les valeurs de la dérivée de la fonction en moins 2, la dérivée de la fonction en 1, la dérivée de la fonction en 3. Sachant que là, on a la courbe de f. Le CF, c'est la courbe de f et on a quelques tangentes qui ont été tracées. Je vais te donner donc l'expression de la tangente en un point. L'expression de la tangente en un point, x est égal à a. Ok? On sait que t, la tangente en un point, x est égal à a. Cette tangente est égale à, c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. On l'a vu. F' de a, qui est une valeur, qui est la valeur de la dérivée de la courbe en a, multiplié par x, moins f' de a fois a, plus f de a. Et ça, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à mx plus p. Sachant que m est égal à f' de a. Et que p est égal à moins f' de a fois a plus f de a. Alors, pourquoi est-ce que je t'explique tout ça? Je t'explique tout ça pour te montrer que la valeur f' de a correspond à la pente de la tangente au point d'abscisse x est égal à a. Ce qui veut dire que si je cherche f' de moins 2, il me suffit de trouver la pente de la tangente au point d'abscisse x est égal à moins 2. Si je cherche f' de 1, il suffit tout simplement que je cherche la pente de la tangente au point d'abscisse x est égal à 1. De même, si je cherche f' de 3, c'est-à-dire la dérivée au point d'abscisse 3, il suffit en fait que je cherche la pente de la tangente au point d'abscisse x est égal à 3. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cet exercice, on a des tangentes qui ont été tracées au point auquel on voudrait avoir les dérivées de la fonction. Et donc, pour résoudre le problème, il nous suffit tout simplement de venir sur ce graphique et de trouver les pentes de toutes ces tangentes. Et ces pentes correspondent à la dérivée de la fonction au point d'abscisse moins 2, 1 et 3 respectivement. D'après ce qu'on a vu donc, on a vu qu'en fait, f' de moins 2 est égal à la pente de la tangente au point d'abscisse moins 2. Et c'est quoi la pente de la tangente au point d'abscisse moins 2? Au point d'abscisse moins 2, qui est là, moins 2, je vais donc chercher la pente de cette tangente en vert. Et comment on fait pour trouver la pente d'une droite? On sait que la pente d'une droite est donnée par delta y sur delta x, c'est-à-dire que ça va être égal à ye moins yf sur xe moins xf. Sachant que E et F sont deux points qui appartiennent à la droite. Et dans ce cas, pour trouver la delta y sur delta x, on va prendre deux points. On va prendre ces deux points-là qui appartiennent à la droite. Et on va tout simplement voir que delta y est égal à 1, 2, 3, 4.
ça va faire 4 sur delta x qui est égal à 2. Donc ça, c'est delta y, la différence. Et ça, c'est delta y. Ça, c'est delta x. Là. Et on voit que ça fait 2. Donc, f' moins 2 est égal à 2. f' de 1. Pareil, on fait la même chose. On va chercher la pente de la tangente au point d'abscisse 1. Cette tangente, elle est en bleu. Ok, la tangente est en bleu, on va chercher sa pente. La pente, pareil, on va prendre deux points qui appartiennent à la tangente. On va prendre ce point-là et ce point-là. Si on fait delta y, c'est ça. Delta y, c'est 1, 2, 3, 4. Sur delta x, c'est ça. Delta x sur delta y, on obtient 4 sur 4, ça fait 1. On voit que la pente, elle est négative et donc ça fait moins 1 comme valeur. Dernier point, la tangente au point d'abscisse 3. On voit que la tangente là, elle est horizontale. Et donc, on peut avoir directement l'équation de cette tangente. L'équation de la tangente au point d'abscisse 3, c'est tout simplement y est égal à moins 1. Y est égal à moins 1, sachant que l'équation d'une droite est égale à mx plus p, où m, c'est la pente, et b, c'est plus p, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. On peut voir que si on a une droite d'équation y est égal à moins 1, ça veut dire que la pente est égale à 0. Et donc, f' de 3 est égal à 0. Donc, on a 2 moins 1, 0. 2 moins 1, 0. La bonne réponse, c'est la A. Question 9. Lecture graphique, fonctions et dérivées. On a tracé ci-dessous deux courbes représentant deux fonctions h et j, telles que l'une est la dérivée de l'autre. C'est-à-dire que j est égal à h' de x. Attribuer à chaque courbe la fonction qu'elle représente et dresser le tableau de variation de la fonction h. Bien sûr, dans cet exercice, on parle de dérivée et de fonction. C'est quoi le lien entre la fonction et sa dérivée? Tu sais que le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction. Donc, pour pouvoir attribuer à chacune de ces courbes la fonction à laquelle elle appartient, il faudrait qu'on essaye de comprendre quel est le lien entre le signe de l'une par rapport au sens de variation de l'autre. On va se concentrer par exemple sur la courbe en rouge. On peut voir que la courbe en rouge, elle est positive. Une fonction est positive si elle se trouve au-dessus de l'axe des x, négative si elle est en dessous. On peut voir que la courbe en rouge est positive entre moins l'infini et moins 1. Moins l'infini et moins 1, la courbe en rouge, elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, jusque-là. Ensuite, elle est négative de moins 1 à 3 et elle repasse au positif, elle repasse au-dessus, c'est-à-dire qu'elle devient positive de 3 à plus l'infini. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, on voit que quand la courbe en rouge est positive, qu'est-ce qui se passe? On a la fonction en vert qui est croissante. D'accord? De moins l'infini à moins 1. Quand la courbe en rouge est négative de moins 1 à 3, la fonction en bleu est décroissante dans le même intervalle. Et quand la courbe en rouge devient positive de 3 à plus infini, on voit que la fonction en bleu est croissante de 3 à plus infini. Et après avoir dit ça, je pense que c'est assez clair que le signe de la courbe en rouge donne le sens de variation de la fonction en bleu. Donc, h, j de x, c'est la courbe en rouge. Et h de x, c'est la courbe en bleu. On va noter ça comme ça. Ça, c'est j de x, sa dérivée. Et h, c'est la fonction, h de x, c'est la fonction en bleu. Et là, on nous demande aussi de dresser le sens de variation, le tableau de variation de la fonction. Qu'est-ce qu'on a? On a moins l'infini, plus infini. On a là j de x, le signe de la dérivée. Entre moins l'infini et plus infini, on peut voir que la dérivée s'annule en deux points, en moins 1 et en 3. Moins 1, 3. Elle s'annule là. Et là, on a h de x. OK? Elle s'annule là. On sait qu'elle est positive de moins l'infini à moins 1. Négative entre moins 1 et 3. Et positive de 3 à plus l'infini. Quand elle est positive de moins l'infini à moins 1, on a la fonction h qui est croissante.
décroissante et ensuite croissante. Exactement ce qu'on voulait comme résultat. Et donc, on peut voir que rien qu'avec la courbe représentative de la fonction et sa dérivée, on est capable de les identifier directement en vérifiant le signe de l'un et voir le lien qu'il y a avec le sens de variation de l'autre. Et ensuite, c'est très simple de tracer le tableau de variation étant donné qu'on a la courbe. Les courbes nous disent exactement quand est-ce que les dérivées s'annulent et les intervalles où la fonction est croissante et décroissante. Ça, c'est le tableau de variation. La courbe en rouge correspond à la fonction, à la dérivée, et la courbe en bleu correspond à la fonction. Exercice 10. Résolution d'une équation exponentielle. Résoudre l'équation 2 exponentielle de x le tout au carré moins 4 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et là, on nous suggère de faire un changement de variable. Grand x est égal à exponentielle de x. 2 exponentielle de x le tout au carré. On sait que exponentielle de a le tout puissance m est égal à exponentielle de am. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a 2 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 1 est égal à 0. Si on effectue le changement de variable, c'est-à-dire posons grand x est égal à exponentielle de x. Si je remplace, à chaque fois que je trouve exponentielle de x, je remplace par grand x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 grand x au carré moins 4 grand x plus 1 est égal à 0. Pourquoi 2 grand x au carré? Parce que tu te souviens que exponentielle de 2x, c'est égal à exponentielle de x le tout au carré. Or, j'ai remplacé exponentielle de x par grand x. Donc, ça fait grand x le tout au carré. Ça fait grand x au carré. OK? Donc là, je me retrouve avec quoi? Une équation de second degré à résoudre. Pour résoudre une équation de second degré comme celui-là, tu connais la définition, tu connais comment ça se passe, tu connais la procédure. Si je pose le delta, je calcule le discriminant, je vérifie le signe du discriminant. Si le discriminant est positif, j'ai deux solutions. Si le discriminant est négatif, j'ai pas de solution. Si le discriminant est égal à 0, j'ai une seule solution. Donc, on va calculer delta. Delta A est égal à b carré moins 4ac. Et donc, ça égale à moins 4 le tout au carré, b carré, moins 4 fois A fois C. Et donc là, ça nous donne b carré moins 4ac, ça fait 16 moins 4 fois 2, 8, moins 8. 16 moins 8, ce qui donne 8. Donc, delta est positif, supérieur à 0. On a deux solutions. Deux solutions pour grand x. OK? On a deux solutions. Racine de delta est égale à racine de 8, qui est encore égale à racine de 4 fois 2, qui est encore égal à 2 racine de 2. Grand x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b, ça fait 4 moins racine de delta moins 2 racine de 2 sur 2a. Sur 2 fois 2, ça fait 4 sur 4. Je peux simplifier par 2, ça fait 2 moins racine de 2 sur 2. Qui est encore égal à 1 moins racine de 2 sur 2. Grand x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne 4 plus 2 racine de 2 sur 4. 2 plus racine de 2 sur 2, qui est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Donc, en termes d'ensemble solution, on a grand x1 qui est égal à 1 moins racine de 2 sur 2, et grand x2 est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Mais rappelle-toi que ce n'est pas grand x1 et grand x2 que nous cherchons. Nous cherchons petit x. Parce qu'à la base, on veut résoudre cette équation pour petit x en posant grand x est égal à l'exponentielle de x. Nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver petit x, c'est pas trouver grand x. Avec le changement de variable, trouver grand x, on va essayer de retrouver petit x. Pour chaque grand x, c'est ce qu'on a. Pour grand x, qui est égal à 1 moins racine de 2 sur 2, ça implique que exponentielle de x est égal à 1 moins racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que chaque grand x représente un exponentielle de petit x. Et donc là, il faut maintenant résoudre exponentielle de x est égal à 1 moins racine de 2 sur 2. Ce qui est égal à, si j'applique la fonction logarithme, la fonction ln, ce qui me donne ln de exponentielle de x est égal à ln de 1 moins racine de 2 sur 2. Et je connais la propriété de la fonction exponentielle et ln. Étant donné que ln, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, ln de exponentielle de x, c'est tout simplement égal à x. Ce qui veut dire qu'en fait là, ça veut dire que ce qui implique que x est égal à ln de 1 moins racine de 2 sur 2.
De même, si j'applique pour x2, grand x2 est égal à exponentielle de petit x qui est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Et donc, petit x est égal à ln de 1 plus racine de 2 sur 2. Ce que je n'ai pas dit, et d'ailleurs, il faudrait que tu fasses attention à ça pour ne pas te tromper, c'est une fois que j'ai trouvé grand x1 et grand x2, je dois me rassurer effectivement que 1 moins racine de 2 sur 2 soit positif. Parce que si 1 moins racine de 2 sur 2 est négatif, bah, il n'y a pas de solution. Donc, je fais ça, j'applique ln uniquement parce que je suis sûr que 1 moins racine de 2 sur 2 est positif. Et donc, on a deux solutions, x1, petit x qui est égal à ln de 1 moins racine de 2 sur 2, et x2, ln de 1 plus racine de 2 sur 2. Et on est dans ce cas qui est la réponse 1. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, rappelle-toi déjà des propriétés de la fonction exponentielle. La fonction ln, c'est une fonction, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Ce qui veut dire que ln de exponentielle de x est égal à exponentielle de ln de x qui est égal à x. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas de me mettre ton score en pourcentage en commentaire et de me dire si ce contenu t'intéresse pour que je t'en prépare d'autres. Dis-moi également si tu as trouvé que l'exercice était trop facile pour toi, pour que je sorte une version 2, un peu plus difficile, pour ceux qui veulent aller plus loin. N'hésite pas de partager, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!